Bonjour et bienvenue dans les entretiens de la régénération. Je suis Marianne Bernasconi et je m'intéresse aux pratiques, aux visions du monde qui permettent de régénérer notre planète plutôt que de la détruire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Benaïssa, qui est le directeur général des services de la commune de Montsartou, qui est là depuis presque un an et demi et qui est donc dans une commune très emblématique puisque la ville de Montsartou, qui est située une petite commune dans les Alpes-Maritimes, fait figure de commune pionnière, très engagée depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, donc j'accueille Mohamed pour pouvoir en savoir plus sur cette commune, comment est-ce elle a réussi à avoir cette aura, on va dire, au niveau national, peut-être même européen, et aussi en savoir plus sur ce poste qui est le directeur général des services. Donc Mohamed, depuis que tu es arrivé dans cette commune, quelle est la particularité, puisque tu as déjà été DGS dans une autre commune et puis tu as un parcours dans les collectivités depuis un certain nombre d'années. Donc quelle est la particularité, quelque chose qui t'a marqué en arrivant à Montsartou? Alors, la première des particularités, c'est l'ancienneté du personnel communal. Ils sont fidèles, euh, d'habitude, au gré des progressions de carrière, les agents volent de collectivité en collectivité. Et là, ils ont été attachés d'abord au père André Askiri, qui a été maire, député, etc., depuis de nombreuses années, fidèles donc à l'homme et aux politiques qui sont défendu par la municipalité ou les municipalités, parce qu'il y a quand même des changements dans les élus, et c'est pas toujours les mêmes depuis 1995. Et donc l'ancienneté du personnel, le premier truc qui m'a étonné, et l'engagement des élus, qui sont vraiment convaincus de ce qu'ils font, d'être sur la bonne voie. Ils le font sincèrement, pour la plupart de manière bénévole, comme Monsieur le maire d'ailleurs, ne touche pas d'indemnité. Donc c'est vraiment de l'engagement sincère. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre la commune? Qu'est-ce qui t'a séduit ou pourquoi avoir accepté ce poste ou choisi ce poste? Alors, j'étais très bien dans ma commune précédente, hein, déjà dans les Alpes-Maritimes. Et la seule raison, je m'étais dit, qui pouvait m'inciter à quitter cette commune, c'était de rejoindre Montsartou, parce que j'en entends parler depuis très longtemps. Avant d'arriver dans la région, j'étais en région parisienne. Et Montsartou était déjà vu comme un modèle en matière d'alimentation, de politique environnementale au sens large. Et donc voilà, c'est, on va dire, mes aspirations citoyennes qui m'ont motivé à changer de collectivité. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que tu es fonctionnaire, c'est ton rôle de diriger les services de la communauté et en même temps, tu parles de ton engagement citoyen. En tant que citoyen, qu'est-ce que ça te permet de faire, d'être à ce poste de directeur? Alors, je suis dans d'autres collectifs de citoyens qui s'engagent dans leur commune, etc. Moi, ça me permet de savoir ce qui est entre guillemets faisable. Il faut toujours pousser un peu plus que ce qui est faisable pour que les choses avancent. Mais ça me permet de ne pas laisser mes collègues citoyens rêver à des choses inaccessibles, infaisables, illégales ou ce genre de choses. Et en tant que DGS, ça me permet à moi, à ce poste-là, de pousser les collègues justement à aller de plus en plus loin et de répondre à la commande politique, d'aller vers plus de préservation de la biodiversité, de création d'îlots de fraîcheur, d'alimentation bio et durable, etc., surtout le territoire communal. Voilà. C'est c'est très, très, très gratifiant et motivant de travailler dans cet environnement-là. Donc surtout il y a des actions qui sont concrètes, qui sont menées depuis déjà de nombreuses années. Alors on tourne un petit peu autour du pot et tout le monde ne connaît pas la politique agricole de Montsartou. Est-ce que tu peux en parler un peu de j'ai vu passer sur LinkedIn cette ferme publique ou cette régie agricole, la façon dont les cantines sont alimentées pour les enfants. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, mais aussi peut-être plus largement de la politique environnementale de la commune? Alors, ça a commencé en 2011-2012, à la faveur de la vente d'un domaine agricole sur la commune. À l'époque, il m'a dit, Monsieur le maire, on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire, mais
on s'est dit que ça pouvait servir et donc ils ont racheté ce domaine agricole. Et suite au scandale de la vache folle et aux différents scandales sanitaires qu'il y a eu à cette époque-là, une idée a germé de pourquoi pas produire nos propres légumes, faire du maraîchage, produire nos fruits, produire notre huile d'olive, pour éviter d'avoir à faire face à ces crises, ces scandales sanitaires, plus scandale que crise d'ailleurs. Et donc, l'idée a germé, alors beaucoup de temps de travail, beaucoup de bénévolat, y compris de la part des agents qui ont tout de suite adhéré. Alors, ça s'est fait petit à petit, hein, c'est pas du jour au lendemain. D'abord, 4 hectares ont été acquis, un peu plus tard, 2 hectares supplémentaires. Et donc, cette régie agricole tourne grâce à 3 agents communaux, donc qui sont agriculteurs, avec un coup de main du service environnement, espace vert de temps en temps quand il y a des rushs pour les récoltes. Euh, que dire d'autre? Et donc, cette ferme donc, communale produit à peu près 85% des fruits et légumes qui sont consommés par les enfants à la cantine et les crèches. Il nous reste un challenge maintenant, c'est les repas qui sont livrés aux seniors dans le cadre de l'aide à domicile, où là, c'est le travail de cette année pour l'année prochaine que d'arriver à faire aussi du 100% bio pour nos aînés. Et donc voilà, c'est un projet donc, qui est né il y a un peu plus d'une dizaine d'années, qui est monté en puissance au fur et à mesure du temps. Euh, le principal frein que la plupart des collectivités y voient, c'est le coût. Euh, par des process, on va dire, de réduction du gaspillage alimentaire, euh, on arrive à maintenir des prix qui sont tout à fait comparables à ce qui se fait dans la restauration collective, malgré la part de 100% de produits bio qui sont produits par cette régie municipale. Et donc ça, c'était effectivement, j'avais vu passer un reportage sur la façon dont les enfants sont aussi impliqués pour lutter contre le gaspillage, dans la portion juste, le fait qu'ils soient vraiment sensibilisés à pas jeter. Il y a aussi, il me semble, une histoire, j'avais vu passer une histoire de peser les aliments et d'année en année de voir tout ce qui est jeté. Donc on voit que c'est quand même une approche assez intégrée. C'est pas juste la cantine bio, il y a toute une réflexion assez transversale qui implique pas uniquement les équipes de la mairie, mais aussi les enfants. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que j'ai vu ça il y a quelques années déjà. C'est toujours le cas, ça fait partie, on va dire, du système qui fait en sorte que ça fonctionne et que ça tienne. On a des équipes de la direction de l'enfance et de la jeunesse qui accompagnent les enfants pendant les temps du repas, ça c'est classique comme dans toutes les collectivités. Là, on ne sert pas les parts des enfants de manière millimétrée ou pesée, etc. Chaque enfant se sert lui-même. Il est accompagné, alors on l'incite à goûter parfois, etc. Mais pas plus que ça, ils se servent et ils ont la possibilité de revenir se servir chaque fois qu'ils en ont envie. Et donc ça marche plutôt bien et ça réduit fortement le gaspillage alimentaire, ce qui permet au fur et à mesure, parce qu'on contient c'est pesé comme tu le disais, il y a des statistiques qui sont faites, etc. Et donc après on adapte au fur et à mesure et ça s'ajuste au fur et à mesure du temps. Et donc c'est censé s'améliorer au fur et à mesure du temps. Oui, effectivement, pour affiner ce que je viens de dire, on pèse les gaspillages pour voir la réduction d'année en année, effectivement. Donc ça, c'est le sujet sur lequel la commune est le plus connue, c'est vraiment cette politique alimentaire durable. Il y a aussi des initiatives, un partenariat avec l'Université Côte d'Azur pour les collectivités qui veulent se former et mettre en place ce genre de stratégie. Il y a en estimation, combien de collectivités, combien de visites vous avez par an sur la commune de Montsartou? Alors, le dernier décompte que moi j'ai vu passer, c'est depuis 2018, 750 collectivités qui sont passées, Europe et monde. On a des Australiens qui sont venus quand même, donc Ah pas ouais. d'Europe, euh, qui sont venus visiter, voir comment cette régie municipale pouvait tourner et produire des légumes pour la campagne. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres communes qui ont mis en place des systèmes équivalents? Alors, peut-être pas à cette échelle-là et peut-être pas avec un niveau de production de 85%, mais oui, ça germe. L'année dernière, Montsartou, en tant que pionnière, a lancé
une journée nationale des fermes municipales, ou des fermes publiques plutôt, parce qu'il y a des départements qui s'y mettent aussi, et des fédérations ou des communautés urbaines, avec de grandes collectivités comme Montpellier, Lyon, qui sont associées. D'autres. La deuxième édition cette année a eu lieu à Épinal. C'était volontaire que ce soit pas toujours à Montsartou, parce que c'est bien le but de faire germer enfin, ce dispositif pour qu'il soit partagé le plus possible et répliqué le plus possible. Et donc maintenant, il s'agit de créer les conditions pour qu'il y ait une structuration des process et que ça puisse être répliqué le plus facilement possible à l'extérieur. Et donc, il va y avoir une association des fermes publiques, pardon, qui va être créée. Pas encore tout à fait défini le statut, mais il faut fortement que ce soit une association. Qui sera créé à l'échelle locale ou à l'échelle À nationale? l'échelle nationale. À l'échelle nationale. D'accord, donc c'est vraiment avec une vraie volonté d'essaimage, c'est ça que je trouve aussi intéressant. C'est C'est on ça. a expérimenté depuis presque 15 ans sur notre territoire et on essaie de le faire germer ailleurs. C'est Euh, ça. Exactement. Quelles seraient les difficultés qui remontent de la part d'autres collectivités? Puisque étant nous dans le sud-est, c'est vrai qu'on a des conditions météorologiques favorables qui permettent peut-être plus de facilité. Est-ce que toutes les communes, selon leur situation géographique, ont les mêmes possibilités? Alors, on arrive à faire pousser à peu près tout et n'importe quoi sur tout le territoire national. La France est historiquement un pays d'agriculture, donc on n'aura pas forcément les mêmes, enfin, les mêmes produits, mais et nous-mêmes, on n'arrive pas à faire 100%, même si on avait plus de surface, etc., on n'arriverait pas à faire 100%, donc il y aura toujours une part de complément à aller chercher ailleurs. Le but, c'est que cette part soit la plus importante possible, et ça, c'est possible sur tout le territoire national. Donc, je ne pense pas que ça soit réellement ça le frein. Le frein est plus souvent lié au coût et à l'organisation, parce que c'est des choses dont les communes n'ont pas l'habitude. Avoir un agriculteur comme employé communal, faut qu'en plus les agriculteurs qui soient formés se disent je vais être salarié d'une commune, entre guillemets. C'est pas facile à sauter. Souvent, ils préfèrent être, pour des raisons financières tout à fait compréhensibles, être propriétaires de leurs terres, etc., etc. Nous, on leur vend, entre guillemets, la stabilité d'un poste de fonctionnaire territorial. Hmm. Et c'est des calculs à faire pour chaque agriculteur, hein. Nous, Hmm. on en a trois, on n'a pas trop de mal jusqu'ici à recruter. Est-ce On que ce sera- sont des personnes issues de la fonction publique ou c'est des personnes qui rentrent dans la fonction publique pour pouvoir avoir le poste? Alors, non, non, ils étaient agriculteurs et ils sont rentrés dans la fonction publique. Et là, alors moi, j'ai pas vécu les recrutements des agents qui étaient là historiquement, mais on a eu un recrutement l'année dernière de quelqu'un qui est venu en stage, etc., et qu'on a recruté par la suite, qui est rentré dans le métier. Donc, ça, non, non, c'est vendeur. C'est vendeur. Ça marche. Donc là, on a parlé surtout de la stratégie sur la politique agricole, la politique alimentaire durable. Est-ce que, donc tu as parlé d'un challenge au niveau de fournir également les seniors, les aînés en produits bio. Quels sont les autres challenges sur ce sujet? Les nouveaux défis pour les années à venir? Alors, le challenge, en tout cas pour la commune de Montsartou, c'est de remettre en culture des terres qui étaient historiquement agricoles, qui ont été utilisées pour, on va dire, le potentiel foncier en construction, etc. Des choses laissées en friche peut-être à la forêt ailleurs. Le but, c'est d'arriver à remettre de l'activité agricole sur le territoire communal. On a dans le 06 un problème de résilience alimentaire. Je crois qu'on a 1% ou 2% d'autonomie alimentaire sur le territoire des Alpes-Maritimes. Demain, il n'y a plus de camions qui viennent livrer à manger dans le 06. On tient un ou deux jours. Euh, donc voilà, le but, c'est de réveiller la production agricole sur le territoire des Alpes-Maritimes. Et donc le challenge est là, vu le coût du foncier, vu toute la spéculation qu'il peut y avoir dans le 06, le moindre bout de terre euh, vaut son pesant d'or. Et donc c'est le challenge, la principale difficulté pour arriver à le faire.
Oui. Et est-ce que, donc, ça, c'est sur la stratégie agricole. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments, peut-être, sans parler uniquement de la partie agricole, au niveau de Montsartou, est-ce qu'il y a d'autres spécificités qui sont particulières, singulières, dans la commune? Je pense à la stratégie culturelle, je sais pas, à d'autres positionnements qui sont différents pour compléter la partie, on va dire, alimentaire. Alors, c'est ce que j'allais dire. La partie cantine et restauration collective qui est fournie par la régie agricole municipale n'est pas la seule. En plus de ça, on a une maison éducation à l'alimentation durable. On a des collègues qui sont là pour développer, sensibiliser la population aux enjeux du bien manger sain et durable. Euh, donc là, c'est au sein de la direction de l'alimentation dont dépend la partie restauration. Et il y a une autre partie, donc cette maison d'éducation à l'alimentation durable, ce qu'on appelle la MEAD, euh, qui est là pour faire de la sensibilisation, alors partout, dans tous les événements que la commune peut organiser, etc. Et même au-delà, souvent invité à gauche, à droite sur le territoire national pour aller expliquer. C'est eux d'ailleurs qui sont chargés d'expliquer comment fonctionne le régime municipal, etc. Chaque fois qu'on est en déplacement ou à chaque fois qu'il y a un événement qui permet de diffuser la bonne parole. Donc cette maison d'éducation à l'alimentation durable, a 4 collègues, on va dire quasiment de manière permanente. Et après, on a, en fonction des appels à projets, etc., des collègues qui viennent nous aider, soit stagiaires, soit embauchés de manière non pérenne pour développer tel type de projet, etc. Et aujourd'hui, est-ce que les habitants choisissent Montsartou pour cette approche, on va dire, innovante, ou est-ce qu'il y a d'autres sujets qui rendent le territoire de Montsartou attractif? Parce que il me semble que c'est une commune qui est plutôt en croissance. Alors, qui est plutôt en stagnation, on est toujours autour de 10 000 habitants. On est même descendu un peu en dessous ces 5 dernières années. Alors, ça fluctue autour de 10 000. Euh, Là, l'État nous pousse à construire du logement, donc il se peut que ça augmente un peu, même si il y a d'autres dispositifs qui limitent la constructibilité sur des terres non déjà construites. Euh, bon. Mais entre 10 et, d'après les statistiques, même si la natalité baisse dans ça beaucoup, entre 10 et 12 000, je pense, il n'ira pas au-delà. D'accord, donc ça c'est au niveau de la taille. Effectivement, on l'a pas mentionné pour les gens qui ne connaissent pas Montsartou. C'est vrai qu'on est sur un village. Est-ce que je crois que ça rentre dans cette appellation, une petite Non, commune? on a un village, un centre, comme on dirait ailleurs, un centre historique, avec une vraie vie de village où tout le monde se connaît, etc. Mais c'est quand même une commune assez étendue. Je ne sais pas si vous voyez les cartes là, mais il y a une forme de papillon. Donc, au centre du papillon, il y a le village, etc. Puis après, il y a des zones boisées, des zones résidentielles à plat, etc. Donc, c'est très, très, très étendu. Beaucoup de nature, espaces vierges, préservés. C'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Et on essaye de développer aussi, de redonner la terre cultivable sur le territoire. Et donc, pour finir de répondre à la question, qu'est-ce qui attire à Montsartou? Alors oui, ça attire parce que c'est quand même une commune très, très, très particulière. On a aussi une offre culturelle très, très riche. On est situé entre Cannes et Grasse, qui sont deux grands pôles d'attractivité, soit économiques, soit culturels, très, très connus dans la région. Montsartou aurait facilement pu finir comme une ville dortoir où les gens viennent y habiter pour le calme et aurait pu aller au cinéma à Cannes ou aller au musée à Grasse, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. On a près de 500 événements par an sur la commune de Montsartou. C'est une ville extrêmement dynamique. On a une vie associative très, très riche. On a plus d'adhérents associatifs que d'habitants. C'est quand même assez rare, il faut le noter. On a des associations sportives très, très reconnues, de grands champions, notamment en tir à l'arc. Euh, on a des clubs de bon niveau en hand, en basket, en foot. Je ne suis pas regardé par le président du foot si je ne mentionne pas le foot. Et le Festival du Livre, qui est connu quasiment de manière nationale, qui est une renommée nationale.
où on a tous les ans des auteurs nationaux et internationaux qui s'y rendent, qu'on accueille avec grand plaisir. Et donc, ouais, une offre culturelle et sportive assez riche qui attire. Et la spécificité de Montsartou, qui est considérée comme une ville un peu écolo, commence, enfin, ça fait quelques années, attire ce type de public aussi. Et donc, c'est une boucle vertueuse, euh, mais pas que. Donc, il y a encore des gens à convaincre aussi à Montsartou. Et alors, quand on rejoint la ville de Montsartou en tant que nouvel habitant, et qu'on a l'impression et qu'on pense rejoindre une ville écolo, est-ce qu'il y a d'autres dimensions que l'approche ferme publique dans on va dire, la stratégie écologique de la ville? Alors, on a une politique ambitieuse en matière de préservation de la biodiversité. On essaie depuis 10 ans, renouvelé en 2019. On est territoire engagé pour la nature. Donc, pour tous ces volets liés à la biodiversité et à la préservation de l'environnement, on veille à la pollution, enfin, limiter la pollution lumineuse. On a comme une ville maintenant, mais on a été, on va dire dans les premiers, il ne faut pas exagérer, mais bon, on était dans les précurseurs euh, d'extinction lumineuse à partir d'une certaine heure, etc., pour préserver les trames noires. On a une politique mobilité de développement de pistes cyclables assez ambitieuse, ce genre de choses. Un combat historique, la semaine dernière, on a fêté les 20 ans de la réouverture de la ligne Cannes-Grasse en train, qui a été un long combat mené par le prédécesseur de M. le maire, qui était son père. Euh, Bataille remportée en 2005 avec cette réouverture et qui accueille aujourd'hui, alors j'ai eu le chiffre d'1 million de voyageurs par an. Donc pour une ligne qui était fermée, c'est quand même un beau succès qui a été salué la semaine dernière lors de la cérémonie. Alors juste le dernier entretien que j'avais mené et qui n'est pas encore en ligne et qui va l'être très bientôt, c'était sur la notion de tourisme et l'impact du tourisme qui peut être à la fois extrêmement négatif quand on pense tourisme de masse, mais qui peut être vertueux et positif quand il y a une vraie approche culturelle, il y a un vrai lien aux habitants, une vraie participation, on va dire, à la vie locale. Quelle est la stratégie touristique de Montsartou? Alors, la stratégie touristique, alors la compétence tourisme est gérée par la communauté d'agglomération, pas par la commune directement, même si c'est quand même la commune, on va dire, pas qui dicte ses volontés, mais c'est un peu ça. On va pas chercher forcément les gens, on fait pas de publicité, mais on a de quoi accueillir, euh, et notamment lors des événements. C'est plus ça qu'on cherche. On a un musée aussi de renommée nationale, on a l'espace de l'art concret ici avec des collections réputées. Du Picasso, du Bacon, etc., de temps en temps dans les expos. Donc, ça fait venir du monde. Euh, mais c'est pas la recherche principale. On ne vit pas, la commune ne vit pas du tourisme. Donc, c'est pas une recherche particulière. Mais il y a largement de quoi les accueillir. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un certain nombre d'événements où on est très heureux d'avoir du monde pendant ces temps-là. Effectivement, en général, les touristes qui vont sur la Côte d'Azur, ils n'ont pas forcément Montsartou en tête, ils pensent peut-être plus à la croisière ou à la promenade des Anglais. Ça C'est reste ça. plus un tourisme, on va dire, peut-être local ou culturel qui vient pour des événements particuliers. Exactement. Et donc, ça permet, j'imagine, aussi de préserver quelque part la vie des habitants qui, dans certaines autres communes, peut être un peu bouleversée par des arrivées massives quand la population triple, par exemple. Donc ça reste un petit havre un peu plus, on va dire, tranquille. C'est ça. On n'a pas de capacité hôtelière qui permettrait d'envahir la ville par les touristes de toute façon. Donc, on est assez préservé de ça. Hmm. Et les populations sont entre guillemets canalisées parce que tous les événements ou la plupart des événements sont dans le centre, euh, là où on est en capacité, on va dire, de maîtriser. Jamais eu de foule, quoique le Festival du Livre, c'est quand même 50 à 60 000 personnes qui viennent le visiter. La fête de la musique, c'est 10 à 15 000, donc ça dépasse largement l'aura de la commune. Euh, mais tout ça est géré donc, et accepté par la population. Il y a pas de plainte particulière sur l'envahissement des touristes, comme ça peut être le cas de Nice ou ce genre de. C'est pas le cas à Montsartou, on n'est pas du tout content.
On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose ou des éléments qui te semblent importants d'ajouter sur ton engagement citoyen, sur la commune, sur la particularité de la commune? Non, mais peut-être un élément essentiel. On pourrait se dire, et je l'ai entendu, y compris chez des collègues commune de Montsartou, que une politique alimentaire, c'est pas une des compétences classiques des collectivités. Et donc, pourquoi on s'occupe de ça? Et le CHU de Nice, enfin, en partenariat avec la commune et un sociologue, on fait une étude sur l'impact de l'alimentation telle qu'elle est servie à Montsartou dans les cantines, etc. Et on se rend compte que il y a, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'était de l'ordre de moins 43% d'enfants obèses dans les écoles de Montsartou que dans le reste, que sur le reste du territoire national. Qu'on tombe moins souvent malade et ce genre de choses, etc. On est toujours à la recherche de fonds pour analyser. On a pris des mèches de cheveux sur les enfants dont les parents le voulaient bien. Hein. On cherche des fonds pour faire analyser ces cheveux, pour aller chercher tous les perturbateurs endocriniens, etc. S'il y a des traces quand même. Mais voilà, cette étude-là a montré qu'il y avait un impact réel et très positif sur la santé des enfants et un impact sur est-ce que les enfants ont aussi réussi à faire changer les pratiques alimentaires de leurs parents. Je pense que c'est comme ça qu'on va gagner la bataille. Euh, et donc, des impacts réels et significatifs de cette politique alimentaire. Je pense que c'est important de mettre l'accent dessus. C'est pas juste une lubie d'élus écolos, ça a un réel impact positif sur la santé. C'est quand même un des sujets primordiaux de n'importe quel citoyen du territoire national. Et c'est très important de le mentionner puisqu'on voit bien que finalement tout ce qu'on peut faire au niveau de l'écologie, que ce soit sur l'alimentation, tu parlais des îlots de chaleur, tout ça, maintenant on le sait, ça a des impacts notables sur notre santé, sur la santé des sols, la santé aussi au niveau des relations. Et là, je fais mention de la santé, à la santé pardon, commune de Olivier Hamon. On voit quand on agit sur ces notions qu'on peut appeler écolo, ça a un réel impact sur cette santé qui est multiple et qui permet d'avoir ces cercles plutôt vertueux. Et pour finir, finalement, à ton avis, alors on a un petit peu parlé en introduction, mais quels sont les ingrédients qui permettent à une commune d'avoir cet engagement? Est-ce que c'est sa taille qui est voilà qui est plutôt petite? Est-ce que c'est les personnalités? Quels sont les ingrédients pour une commune qui aimerait elle aussi s'engager dans cette voie? Alors, moi, encore une fois, je suis là depuis un an et demi. J'ai travaillé dans d'autres collectivités avant. Ce que j'ai noté, moi, c'est l'engagement sincère des élus pour cette cause-là. Et donc, je suppose que c'est né d'une prise de conscience à l'époque. Et donc, c'est cette prise de conscience-là qui engage à agir, euh, qui les a engagés à agir. Et donc, je pense que c'est ça le point de départ. Après, la taille, on fait avec ou on fait sans quand on ne l'a pas. Une commune de 10 000 habitants, on n'était pas censé pouvoir gérer une ferme et ça marche. Et on voit que d'autres grandes collectivités comme Montpellier ou Lyon vont s'y mettre et donc ça marche aussi pour les grandes collectivités. Donc, il n'y a pas de raison. Juste à côté, là, il y a Villeneuve-Loubet qui a commencé à acheter des terres aussi pour faire pousser du maraîchage et de l'huile d'olive. Donc, peu importe la taille, chacun fera à sa mesure avec ses moyens, etc. Le tout, c'est de comprendre, voilà, c'est la prise de conscience, de se dire que c'est vers là qu'il faut aller et que c'est possible. Et après, chacun le fait dans le temps qu'il a, avec les moyens qu'il a et les forces qu'il Ça me paraît être une belle conclusion et j'aime bien le fait de finir sur cette note positive, de se dire que c'est possible a. Possible. et d'avoir aussi des élus, comme tu l'as cité, des communes comme ça qui sont pionnières, qui permettent de montrer le chemin et de montrer que c'est possible. Et aussi que chacun peut s'approprier en fonction de son propre contexte pour pouvoir le faire d'une manière qui soit adaptée, on va dire. Merci beaucoup, Mohamed, pour ton temps, pour ces informations qui sont précieuses aussi et Merci à toi pour l'invitation. voilà, qui méritent d'être diffusées, même s'il y a déjà énormément de ressources
sur Internet. J'en mettrai en description de la vidéo. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup d'informations sur cette stratégie de politique alimentaire durable de Montsartou, puisque ça fait presque 15 ans. On va faire une pause estivale avec les entretiens sur le mois d'août et on reprendra à la rentrée avec notamment les sujets du numérique responsable, de l'art aussi comme un véhicule interdisciplinaire qui permet de croiser les voies, les modes d'expression pour aller vers les sujets de transition et bien d'autres sujets qui sont encore en cours de préparation. Merci beaucoup, Ahmed, et puis Merci à toi. à très bientôt. À bientôt.